Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Laurent Viguier, le ministre conseiller à l'ambassade de France. Et j'ai le plaisir, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des pays francophones, mesdames et messieurs les lectrices et les lecteurs qui vont nous faire lecture ce soir, et mesdames et messieurs du public, merci d'être là. Merci à Sophie Renaud, la directrice de l'IFT, et à Valérie Lesclos, son attachée culturelle de l'organisation et de l'accueil de cet événement, qui s'organise dans le cadre du mois de la francophonie, et pour lequel, pour vous mettre en appétit, je vais vous faire une petite lecture, mais la mienne est très courte. Donc j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir ce soir pour ce marathon de lecture qui rassemble 9 pays francophones: la Suisse, la Tunisie, le Maroc, l'Argentine, la Pologne, la Grèce, la Bulgarie et le Canada, ainsi que la France, autour de lectures de textes extraits de la littérature francophone contemporaine de chacun de ces pays. Je voudrais remercier pour l'organisation, l'implication dans cet événement et plus largement dans l'organisation du mois de la francophonie, l'ensemble des ambassades partenaires, et en particulier les ambassadrices et ambassadeurs ici présents, qui se sont impliqués de manière très personnelle pour certains, pour ce marathon de lecture, puisque certains des textes que vous entendrez ce soir seront lus, si ce n'est par les ambassadeurs, peut-être en tout cas par des membres de leur famille proche. Je ne vise personne. L'Institut français, que je me dois de remercier aussi pour son accueil ce soir, qui nous accueille et qui vous accueille. Ce marathon de lecture reflète la richesse et la diversité de la francophonie de différentes manières. La diversité des auteurs qui ont été choisis par les pays participants, de Borges à Foy de la Rouille, Véronique Olmy, Yamen Manaï, Zbigniew Herbert, André Poulain, Constantin Cavafis, Georgi Borissou ou encore Daniel Guattaz, autant d'auteurs qui invitent à une évasion à travers les mots. Une diversité aussi du type de texte. Vous entendrez aussi bien des extraits de romans, de nouvelles et aussi de poèmes. Et enfin, diversité des lecteurs et des lectrices, tous amoureux de la langue française, et que je remercie de prêter leur voix ce soir à ces textes qui vont nous faire voyager. Alors je m'arrête là car la lecture de discours n'était pas au programme, et je vous laisse en compagnie de nos lecteurs, en regrettant déjà de devoir vous quitter avant la fin de cet événement pour répondre à d'autres obligations. Mais je finis juste en vous signalant qu'à l'issue du marathon de lecture, qui doit durer à peu près 2 heures, vous êtes tous invités à l'édition spéciale Mois de la francophonie des Toits sonores. Ça se passe sur le toit, et il y aura de la musique, d'où le titre, et qui est ouvert à tous, et là aussi où les ambassades membres de la francophonie, de la grande famille de la francophonie, ont contribué en faisant venir des DJ de différentes origines et de différents styles. Donc bonne soirée de lecture et de musique à toutes et à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc pour inaugurer le marathon des mots donc, de lecture, j'invite Anissa Daoud pour nous présenter donc Cronop et Fameux de Cortázar. Oui. Alors, tout le monde a certainement remarqué déjà que le sol parfois se plie de telle façon qu'une partie monte à angle droit avec le plan du parquet et que la partie suivante redevient parallèle à ce premier plan. Cela pour donner naissance à une nouvelle perpendiculaire, opération qui se répète en spirale ou en ligne brisée jusqu'à des hauteurs extrêmement variables. En se penchant et en posant la main gauche sur une des parties verticales et la droite sur la partie horizontale correspondante, on est en possession momentanée d'une marche ou degré. Chacune de ces marches, formées comme on le voit de 2 éléments, se situe un peu plus haut et un peu plus en avant que la précédente, principe qui donne un sens à l'escalier. Vu que toute autre combinaison produirait des formes peut-être plus belles ou plus pittoresques, mais incapables de vous transporter d'un rez-de-chaussée à un premier étage. Les escaliers se montent de face, car en marche arrière ou latérale, ce n'est pas particulièrement commode. L'attitude la plus naturelle à adopter est la station debout, bras ballants, tête droite, mais pas trop, cependant, afin que les yeux puissent voir la marche à gravir.
La respiration lente et régulière. Pour ce qui est de l'ascension, proprement dite, on commence par lever cette partie du corps située en bas à droite et généralement enveloppée de cuir ou de daim et qui, sauf exception, tient exactement sur la marche. Une fois la dite partie que nous appellerons pied pour abréger, posée sur le degré, on lève la partie correspondante gauche, appelée aussi pied, mais qu'il ne faut pas confondre avec le premier pied mentionné plus haut. Et après l'avoir amenée à la hauteur du premier pied, on la hisse encore un peu pour la poser sur la deuxième marche, où le pied pourra enfin se reposer, tandis que sur la première, le pied repose déjà. Les premières marches sont toujours les plus difficiles, jusqu'à ce qu'on ait acquis la coordination nécessaire. La coïncidence des noms entre le pied et le pied rend l'explication difficile. Faites spécialement attention à ne pas lever en même temps le pied et le pied. Parvenu de cette façon à la deuxième marche, il suffit de répéter alternativement ces deux mouvements jusqu'au bout de l'escalier. On en sort d'ailleurs facilement avec un léger coup de talon pour bien fixer la marche à sa place et l'empêcher de bouger jusqu'à ce que l'on redescende. C'était une instruction pour monter un escalier. Alors, toute ressemblance avec un pays ou des pratiques que nous connaissons peut-être n'est que pure coïncidence. Poste et télécommunications. Une fois qu'un de nos lointains parents était devenu ministre, on en avait profité pour faire nommer une bonne partie de la famille au bureau de poste de la rue Serrano. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Sur les 3 jours qu'on y est resté, on a passé 2 à s'occuper du public avec un empressement si extraordinaire que ça nous a valu la visite stupéfaite d'un inspecteur de la poste centrale et un entrefilet élogieux dans le Razon. Le 3e jour, on était assuré de notre popularité, car les gens venaient d'autres quartiers pour expédier leurs courriers et envoyer des mandats à Purnamarca ou autre endroit aussi absurde. C'est alors que l'aîné de mes oncles donna le feu vert et que la famille put enfin agir selon ses plus chers principes et préférences. Au guichet des affranchissements, ma sœur cadette offrait un ballon rose à tout acheteur de timbre. La première à en recevoir fut une grosse dame qui en resta clouée sur place, son ballon d'une main et son timbre déjà léché qui se recroquevillait lentement au bout de son doigt. Un jeune homme chevelu refusa tout net son ballon et ma sœur lui dit vertement son fait, tandis que dans la queue, chacun donnait son avis sur l'affaire. Au guichet d'à côté, où des provinciaux s'abstinaient follement à envoyer tout ou partie de leur salaire à leur famille lointaine, on distribuait des petits verres de Saint-Zano avec parfois des rondelles de saucisson. Le tout aux frais de mon père, qui cependant déclamait à tue-tête les meilleurs conseils de la sagesse du gaucho. Entre-temps, mes frères, responsables du guichet des recommandés, badigeonnaient les paquets de goudron et les plongeaient ensuite dans un seau plein de plumes. Puis ils les présentaient à l'expéditeur estomaqué et leur faisaient remarquer quel plaisir aurait le destinataire à recevoir des paquets ainsi agrémentés. Et sans ficelle apparente, disait-il, pas de papier collant si vulgaire. Et on dirait que le nom du destinataire est blotti sous l'aile d'un cygne. Regardez. Il faut bien dire qu'ils n'étaient pas tous enchantés. Lorsque les badauds et la police envahirent les locaux, ma mère mit le point final de charmante façon en faisant voler sur le public une nuée de flèches de toutes les couleurs, confectionnées à partir des formulaires des télégrammes, mandats et lettres recommandées. Nous entonnâmes l'hymne national et nous nous retirâmes en bon ordre. Je vis pleurer une petite fille qui était la 3e au guichet des affranchissements et qui comprenait fort bien que c'était cuit pour les ballons roses. Voilà. Merci. Merci. Donc, du Canada vient notre plus jeune lectrice, Calista Kanunura. Elle a juste 10 ans. Elle va nous lire un extrait du livre « La plus grosse poutine au monde » d'André Poulain. Vos encouragements, s'il vous plaît. La plus grosse poutine du monde, André Poulain. Sommaire du livre. Pourquoi est-elle partie? De quelle couleur sont ses yeux? Qui met les enveloppes dans la boîte aux lettres? Un clic de souris peut-il changer une vie? Des centaines de questions, 0 réponse. Établir le record Guinness de la plus grosse poutine du monde, voilà les défis que se lance Thomas l'été de ses 14 ans.
Il s'engage dans cet ambitieux projet pour combler le vide laissé par la disparition de sa mère. Il cherche aussi à faire réagir son père, un homme solitaire, barricadé dans sa tristesse. Thomas est loin de se douter que la montagne de frites, de sauces et de fromage qu'il prépare servira de révélateur à tant de secrets et de souvenirs enfouis. Des chandelles dans la poutine. Le jour de mes 5 ans, je n'ai pas eu de gâteau de fête, mais une poutine, cuisinée par ma mère. D'abord, elle appelait les patates, un sac complet. Tout le temps qu'elle pelait les patates, elle pleurait. « Maman, ce sont les oignons qui font pleurer. » Elle m'a souri à travers ses larmes. On est allé acheter du fromage en grains ensemble. Ma mère m'a tenu la main jusqu'à la fromagerie. La douceur. Sa mère était fraîche, malgré la chaleur de juillet. Au magasin, ma mère m'a expliqué. Si les grains de fromage font squish squish, quand tu les manges, c'est qu'ils sont frais. De retour à la maison, je l'ai aidée à préparer la sauce brune. Elle a fait frire les patates dans une immense marmite. J'entends encore les crescements joyeux des frites dans l'huile. Une fois la poutine prête, ma mère a piqué 5 chandelles dans la montagne de frites. 5 chandelles vers sa pain. Elle a chanté bonne fête tandis que les larmes roulaient sur ses joues. Mon père travaillait, mais son absence m'importait peu. Ce soir-là, ma mère m'a abordée, puis s'est assise sur le plancher, à côté de mon lit. Ses cheveux sentaient l'huile des frites. Les paupières à demi closes, j'observais son profil en ombre chinoise sur mon mur. Je trouvais étrange qu'elle reste aussi longtemps près de moi, dans le noir. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait pour la 3e fois ce jour-là. Le lendemain, à mon réveil, ma mère était partie. Je ne l'ai jamais revue. Un clic de souris. Peut-il changer une vie? Un lendemain de fête, ce n'est jamais réjouissant. Surtout quand la fête a été plate à mourir. Lorsque je me lève, mon père est parti depuis longtemps à la boulangerie. Dans la cuisine, ça pue la pizza froide. Les assiettes sales traînent sur la table. Il n'y a plus de lait pour les céréales, il n'y a plus de beurre pour les rôtis. Je claque les portes des armoires. Je sors un sac de frites congelées et le vide sur une plaque à biscuits. Pendant que les frites réchauffent au four, je prépare une sauce brune en sachet. Puisque je n'ai pas de fromage en grains, je coupe les morceaux de mozzarella et je les dépose sur les frites réchauffées. J'arrose le tout de sauce. Je sors la boîte à souliers et je pique les 5 chandelles vers sapin dans ma poutine d'anniversaire. Mais je ne les allume pas. Comme personne n'a chanté pour mon anniversaire hier, aussi bien le faire moi-même. En réalité, je ne chante pas, je crie. Parce que si je ne crie pas, je vais lancer la vaisselle sale contre le mur. Je mange ma poutine à l'ordinateur en jouant à Angry Bird. J'ai sorti les frites du four trop vite. Certaines sont encore froides au milieu. La sauce a des grumeaux et le fromage n'a pas complètement fondu. Pour mieux faire passer ce déjeuner dégueulasse, je clique sur un de mes sites préférés, celui des records Guinness. Dans la catégorie records favoris, Alastair Galpin de Nouvelle-Zélande détient le record du plus grand poids soulevé par une langue humaine, 1,7 kg. Il détient aussi le record du plus gros bol de soupe, 25 000 litres. J'essaye d'imaginer un bol de soupe géant, puis mon regard tombe sur ma poutine à moitié mangée. Une idée germe dans ma tête. Et si je tentais d'établir un record moi aussi? Fabriquer une poutine géante? Une vraie bonne poutine, comme celle que préparait ma mère. C'est ça, avoir un projet. Ne plus tourner en rond dans notre maison poussiéreuse et peut-être changer une vie? Espérons que oui. Ma vie a besoin de changer. Pour la première fois depuis que j'ai 14 ans, je n'ai plus envie de casser de la vaisselle. Je sautille d'excitation devant mon ordi. Je vais fabriquer la plus grosse poutine du monde. Une poutine de 650 kilos. En moins d'1 heure, j'ai planifié mon projet. Je lui ai même trouvé un bon nom. Le projet Prodigieuse Poutine. Pour faire court, le PPP. J'ai décidé de viser les 650 kilos. Voici les ingrédients dont j'aurai besoin pour ma poutine géante. 300 kg de frites, 150 kg de fromage en grains, 200 kg de sauce brune. Avec 650 kg de poutine, je pourrai nourrir plusieurs centaines de personnes. Ce sera le grand festin de la frite.
Il va falloir que je trouve un endroit pour tenir l'événement. Et des commanditaires. Tous les médias parleront de l'ado de Sainte-Alphonsine qui a fabriqué la plus grosse poutine du monde. Je donnerai des entrevues à la télévision, à la radio. Il y aura ma photo dans les journaux, une vidéo virale sur YouTube, des milliers de nouveaux amis sur ma page Facebook. Et la cerise sur le Sunday, ma photo dans les livres de records Guinness. Quand je serai célèbre grâce à mon record, peut-être que mon père s'intéressera enfin à moi. Peut-être que ma mère entendra parler de son fils devenu une vedette. Peut-être qu'elle m'appellera pour me féliciter. Peut-être qu'on se reverra. Ça fait beaucoup de peut-être, mais espérer ne coûte rien. Et aujourd'hui, l'espoir me donne des ailes. C'était parfait. Pour le choix de la Grèce et pour le marathon de lecture, c'est arrêté sur 2 sélections. Le premier extrait de l'œuvre En attendant les barbares et autres poèmes, du poète Constantin Cavafis. Et le second extrait est tiré de l'anthologie de la poésie grecque contemporaine, de 1945 jusqu'à 2000. Traduction de Michel Valkovitch. Donc le tout sera lu par M. Andrea Katerolos. Reviens souvent me prendre, sensation bien-aimée, reviens me prendre, quand la mémoire du corps s'éveille, et quand désir ancien tressaille de le sang. Quand les lèvres et la peau se souviennent, et que les mains de nouveau l'impression de toucher. Reviens souvent me prendre, la nuit, à l'air où les lèvres et la peau se souviennent. Deuxième poésie de Cavafis, le Dieu n'y avait qu'à y pourvoir. Mais voici presque à Dijon et sans domicile. Cette maudite ville d'Antioche a dévoré toute ma fortune. Maudite, oui, avec son train de vie extravagant. Mais je suis jeune et en excellente santé. Je possède le grec admirablement. Je connais sur le bout des doigts Aristote, Platon, poète, orateur, tout ce que vous voudrez. J'ai une petite idée des questions militaires et quelques relations parmi les chefs des mercenaires. Je me débrouille aussi dans l'administration. Les 6 mois que j'ai passés l'année dernière à Alexandrie m'ont un peu, cela peut servir, mis au courant des affaires de là-bas. Les visées des caquergettes, ses coups fourrés, etc. En conséquence de quoi, je suis, à mon avis, pleinement indiqué pour servir ce pays, ma chère patrie, la Syrie. À quelques tâches qu'on m'emploie, je m'efforcerai d'être utile au pays. C'est là mon intention. Si en revanche leur méthode m'en empêche, on les connaît, c'est les jolis oiseaux. Est-il besoin d'en parler? S'ils m'en empêchent, ce ne sera pas ma faute. Pour commencer, je m'adresserai à Zabinas. Et si cet idiot ne m'apprécie pas, j'irai chez son adversaire, Grippos. Et si cet imbécile ne m'engage pas non plus, je m'en vais tout droit chez le camp. L'un des trois voudra bien de moi. Et j'ai la conscience tranquille quant à la inanité du choix. Tous les trois sont aussi néfastes à la Syrie. Mais ce n'est pas ma faute si je suis un homme ruiné, un simple malheureux qui cherche à s'en tirer. Le Dieu Tout-Puissant n'avait qu'à y pouvoir, et en créant un quatrième qui fut bon. Je me serais volontiers mis avec lui. Gestation, c'est un poème du poète grec Thémélis, du seconde moitié du XXe siècle. Je ne parle pas de ce qui est. Je parle de ce qui devient, de ce qui vient. Je chante afin de retrouver mon souffle, d'entendre ma voix multiple, comme s'exerce un oiseau. J'aime les lèvres verrouillées, patientes,
les cercles décrits par les fleuves, les bruits des plaines, une senteur inconnue qui troue le verre, ouvrant des fissures secrètes aux dimensions d'immortalité. Je n'attends pas des oiseaux voler dans un siècle vide. Un siècle est une harpe, et la roue du soleil va devant entre les êtres et les nombres. J'entends une clameur nouvelle dans les blancs troupeaux des tombeaux récents. 1000 fleurs enfuient au sommeil sous les feuilles de la tendresse, les fleurs dont je rêve, le feu déclare l'avènement. Brûlant, tel un cortège d'été, en tas de cadavres, je franchis les selles de la cendre, salue les arbres qui penchent sur les cœurs, les sourires maternels. Par-delà les sols assoiffés, les horizons légers, les désirs qui passent le pont des ailes, la voix des oiseaux change, parlant d'amour caché, immaculé, de grands espaces suspendus au ciel, de calices pleins de sang, des stations indicibles. Attente étoilée, diadème aux tempes de l'angoisse, victoire de la profondeur où distance infinie se mêle, tyrannie de la beauté, main en suspens, arbre fictif qui monte issu des cycles de la douleur, coule comme un fleuve retenu, géométrie multiple, rêve, désir, action, sur toutes ceux qui sommeillent, sur toutes choses qui attendent. Le poème La prison du poète Takis Sinopoulos. La nuit dehors bâillonnait les bruits, et dans mon coin l'obscurité, la fenêtre usée qui battait, dont l'embois grinçait. Au loin s'édifiait une prison, barreaux partout. À l'entrée, la roue, plus bas la mer, comme une écriture inconnue. J'étais totalement seul, derrière le mur, pas et rencontre, cris déchirants. Puis le silence, étrange instant dont j'avais mal. Je pensais à un poème qui détruirait d'un coup la prison et le temps tout entier. Le premier vers du poète Livaditis, Tassos Livaditis. Qu'est-ce donc qui parfois nous arrête au milieu d'une rue inconnue ou devant une vieille maison? Quels souvenirs se cachent? Qui cherchons-nous? D'autres fois, sous un pont ou derrière un rideau, on se sent vivre de façon plus vraie, chose que plus tard tu payeras de ton âme. Jusqu'au matin où dans les ardents se levait le premier chant d'oiseau. Printemps. Ma mère changeait de chapeau. La jeune bonne montait pleurer au grenier et le grand-père oubliait de lire sa Bible. Je suis maintenant assis dans le vieux rocking chair qui a bercé 3 générations. Tous ces gens, où sont-ils partis? Toute ma vie n'était plus que le souvenir d'un rêve à l'intérieur des fleurs de jasmin qui éclairaient un instant la nuit. Je me souviens d'avoir écrit enfant mon premier vers. Depuis, je sais que je ne mourrai jamais en mourant tous les jours. Et à la fin, une poète vivante, Tiki Dimoula, scène de ménage impérissable. Déplace-toi un peu. À force d'oubli de soi, le verre s'est déformé. Combien de temps veillerai-je debout pour m'interposer au moindre bourdonnement de poussière? Je crains qu'elle te morde. Qu'est-ce qui te manque? Je t'apporte tout, du petit déjeuner au dîner mensonge.
Tu n'y touches même pas. Ta main est accrochée comme une sainte offrande à la poignée d'argent de la quinte de tes soutiens. Ce que tu demandais en échange de l'offrande n'existait pas, m'a-t-on prévenu à ta taille. Tu portes une lourde peine. Tu ne réponds pas. Tu t'es laissé totalement absorber par ce point que nuit et jour tu fixes, comme si ton absence t'avait ensorcelé. Tu te reposes évidemment sur la raison très respectable que tu es mort. Prétexte. Si tu voulais, tu pourrais vivre en parallèle. De même que peuvent marcher les aveugles ou peindre avec les pieds les mains coupées. Tu n'es pourtant pas le seul. Il nous arrive à tous quelque chose de mort tous les jours. Notre terreur, tu vois, comme il résiste à ces mouvements alternatifs. Toute folle qu'elle est, elle peint avec son regard. Voyons ce que tu vas devenir quand j'irai te retrouver. Comment tu te débrouilleras seul dans une maison vide? Si moi j'ai réussi, c'est que j'attendais avec le fouet pour menacer ta photo de la renvoyer vivoter dans sa logique, s'il ne l'emportait pas sur l'absence que t'as ensorcelée. Comment te débrouillerais-tu quand j'irai te retrouver? Toi qui ne crois à aucune folie, voyons de quel tourbillon indigne tu t'installeras, de quel papier de mauvaise vie tu tomberas, et quel genre inconnu tu résulteras jetable après ces âges. Voilà. Donc le prochain texte est celui de l'écrivain tunisien Yamen Menneri, qui a reçu le 11 octobre 2017 le prix des 5 continents de la francophonie pour son roman La main ardente, aux éditions Elisade. Et le texte sera présenté par Madame Nédia Boussetta. Bonsoir. La main ardente. Et voilà ce que ton Seigneur inspira aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Le Coran, les abeilles, versets 68-69. Chapitre 1er, le chaos. Le yacht, long de 100 mètres, quitta la Sardaigne tôt le matin. Hormis l'équipage sobre par obligation, toute l'embarcation souffrait d'une gueule de bois, et il n'y en a eu pas un ou une qui ne peina à retrouver ses sous-vêtements au réveil. Le prince écarta de lui les corps dénudés, enfila un peignoir en soie et se fraya un chemin entre les talons aiguilles et les jouets à pince. Alors qu'il titubait dans le bazar, il s'emmêla les pieds dans un gros slip satiné, frappé de tête de Mickey, et eut quelques flashs de la nuit d'hier. Il s'en défit avec un large sourire et reprit son chemin vers le bridge. Le soleil était franc. À sa vue, un de ses serviteurs se précipita pour lui apporter des lunettes de soleil, un café et un cigare. Le bateau fendait la Méditerranée, telle la nef d'un conquistador. Le rocher de Sidi-Bou devrait se profiler en début de soirée. Malgré ce décor de vacances, le prince était en voyage d'affaires. S'il avait stationné la veille au paisible port de Santa Teresa di Gallura, c'est que Silvio Cannelloni l'y attendait pour parler business. Ce n'étaient pas les sujets de discussion qui leur manquaient. Tous deux étaient politiciens d'influence, présidents de puissants conglomérats de médias et de télécommunications, et aussi propriétaires de prestigieux clubs de football européens. À l'agenda de leur rencontre, le sort de Mamar et le transfert de Thor. Tout s'était passé comme prévu, avec en prime le bonus légendaire de Silvio qui faisait
que le banc et l'arrière-banc aimaient traiter avec lui. Sacré Silvio, se dit-il, en lui composant un message sur son smartphone. Tu as encore oublié ton slip? La réponse ne tarda pas. Garde-le pour maman, il risque d'en avoir besoin. La veille sur le bateau, ils avaient abordé le transfert de Thor en premier. Commençons par le plus simple, suggéra Silvio. Maman, répondit le prince, feignant l'innocence. Cazzo, arrête de te foutre de moi, grogna Silvio. Non, ça c'est compliqué. On va parler football d'abord. Comme tu veux, rit le prince, assez mimique. Le vieux chancelier était obsédé par sa jeunesse et ses artifices, pour l'invoquer, rendaient sa dégaine improbable. Cheveux teints, visage lifté, lèvres botoxées, et le tout emballé dans un costume trop serré. La classe internationale, ce Silvio. Avec le salaire que tu lui as promis, l'animal veut partir. Je ne peux pas le garder, mais je ne compte pas le brader non plus. Annonce ton prix, répondit l'autre avec des contractions. Mino Thor était footballeur vedette du moment. Un colosse venu du Nord, aux allures et aux mœurs de vikings, capable d'envoyer des ballons à plus de 200 km à l'heure et de marcher sur un adversaire à terre rien que pour le plaisir de l'humilier. 60 millions d'euros officiels et 10 pour la peine que tu vas me causer. C'est une idole à Milan. Je vais me faire insulter par les tifosi pendant des mois. Marché conclu. Puis ils avaient abordé le sort de Mamar. Je ne suis pas d'accord, lança Silvio d'emblée. On a réussi à s'entendre avec les chefs de tribu. On va réussir à s'entendre avec toi aussi. Vous allez vraiment le zigouiller? Demanda Silvio. Cela sembla inévitable, répliqua le prince. Envoyez-le en exil. Regarde le beau, il est bien en Arabie. Le beau est un ringard. Sa vie ne vaut rien. Mamar, c'est trop de choses. Et beaucoup de gens ont profité de son argent. Une fois mort, les Bédouins vont réclamer sa fortune. Son argent sera confisqué et c'est bien vendu à leur solde. Ça va vider pas mal de poches ici. Pas toutes. Tu en garderas une partie au moment des saisies, compléta le prince. Silvio avait cruellement besoin d'argent. Il avait pas mal de juges à arroser à une élection et une élection à financer pour regagner son immunité parlementaire. Le marché lui sembla honnête. Pauvre Mamar, il m'était sympathique, s'accommoda Silvio. Comme on dit chez vous, appuya le prince, rien de personnel, c'est uniquement les affaires. Silvio acquiesça de la tête. Le prince reprit. Il nous faut avoir la même ligne politique et médiatique globale. Dans toutes les tribunes, en Orient comme en Occident, il faut marteler ce message. Le seul moyen de rendre leur liberté aux Bédouins, c'est de rendre le tyran Mamar qui les persécute. Sur le terrain, ce sont les alliés qui mèneront le bal. L'Italien émit un sifflement impressionné. Les alliés qui mèneront le bal? Absolument. Le prince n'en dit pas plus, même si le plan était déjà échafaudé. Bounty chargera le fief de Mamar depuis la mer, Nico parachutera des armes sur la tête des Bédouins, chacun aura sa calache, partout les balles gicleront, et dans l'ambiance hasardeuse, Mamar finira bien par s'en prendre une, voire même plusieurs, certaines dans la tête. Parfait, conclut Silvio. Il regarda sa montre. J'aime les affaires qui se règlent vite. Maintenant, on va fêter ça. Le bardon sortit son téléphone, un coup de fil, et dans le petit port s'ensuivit un défilé de limousines et de mannequins au nez poudré, des flots de champagne brut et de champagne rosé, et une avalanche spectaculaire de pilules multicolores. Sacré Silvio. Le prince exhalait la fumée de son cohiba face à l'horizon dégagé. Et quand bien même il n'aurait pas été dégagé, il l'aurait dégagé. Il était le prince le plus en vue d'un parterre de progéniture royale qui œuvrait activement à l'hégémonie et à l'essor du royaume du Qatar. Ce sentiment de puissance fit naître en lui une onde relaxante qui parcourut son corps de haut en bas, lui extirpant au passage un long paix sonore. Même s'il était d'une taille risible et d'une histoire approximative, les adjectifs pouvant aisément s'inverser,
le cafard nourrissait des ambitions sans limite, à l'image de ses ressources naturelles en gaz récemment découvertes. Les gisements étaient si prolifiques qu'ils bouleversèrent à jamais le destin de ce petit royaume, jadis paisible village de pêcheurs de perles. C'est du gaz que le cafard tirait sa puissance et sa fortune. Ce n'était d'ailleurs un secret pour personne, et dans les mœurs du royaume, il ne fallait surtout pas se gêner. Plus le paix était odorant et sonore, plus il obtenait la clameur des convives. Selon les anciens, et au royaume du cafard, la parole des anciens faisait office de vérité. C'était grâce à l'alliance de leurs aptitudes naturelles pour le paix et de leurs coutumes spartiates qui les sommait de s'asseoir le cul à même le sable que le sous-sol de ce petit patelin désertique fut chargé en quantité hallucinante de butane. Au point que, pour ne pas froisser les conservateurs, le premier roi Abdul-Banania, progressiste sur certains points, déclara « Il y a suffisamment de gaz sous terre pour qu'on puisse commencer à s'asseoir sur des chaises. » C'était alors élancée une modernisation qui laissa bouche bée la moitié de la planète. Une industrie de liquéfaction à la pointe de la technologie. Des gratte-ciel plantés en pleine mer. Des chaînes d'information internationales d'un professionnalisme épatant. Et des aéroports pour une compagnie aérienne parmi les mieux équipées au monde. Les ambitions débordaient des frontières et en 10 ans à peine les investissements foisonnaient à l'étranger. De même que l'hégémonie exercée sur les pays voisins les plus fragiles, ce que les mauvaises langues qualifient d'ingérence, au diable les mauvaises langues. Depuis le cockpit, le capitaine le salua d'un geste de la main. Le prince répondit en pointant sa montre. « On y sera dans 4 heures, lança le capitaine. Parfait. Son appétit s'aiguisait. Bientôt apparaîtrait le rocher de Sidibou, où d'autres affaires l'attendaient. Bientôt cette terre tomberait sous la coupe du royaume. Le prince n'était pas le premier à convoiter ce pays. Avant même ses frontières actuelles, il attisa les convoitises et fut l'objet de nombreuses conquêtes. À l'origine, terre de tribus berbères, il fut tour à tour abri des Phéniciens, grenier des Romains, butin des Vandales, port des Byzantins, paradis des Arabes, annexe des Turcs, colonie des Francs. Maintenant, c'est au cafard d'en prendre les commandes, se dit-il en se frottant les mains. Car si la verdure en voie d'extinction et les plages polluées de ce havre d'antan ont aujourd'hui du mal à faire rêver, sa position géostratégique demeurait alléchante. À droite comme à gauche, 2 immenses étendues d'hydrocarbures que les puissants du monde, sans exception, avaient en ligne de mire. Acheter ce pays, mètre carré par mètre carré. Voilà un caprice que pourrait lui permettre son argent, mais que lui interdisait la Constitution et le droit international. Les peuples s'autodéterminent, paraît-il. Tant mieux pour eux. Mais allaient-ils rester les bras croisés? Il n'y avait pas de cités imprenables, ni de murs infranchissables. De surcroît, le contexte ne pouvait pas lui être plus favorable. En effet, après des décennies de dictature, ce peuple avait surpris son monde. Il s'était soulevé, avait réalisé la révolution et appelé à l'autodétermination et à la démocratie, à la bonne heure. Qu'y a-t-il de plus facile à détourner que la démocratie? Comme la plupart des choses du domaine de l'homme, la démocratie était avant tout une affaire d'argent et le prince n'en manquait pas. Les premières élections libres allaient bientôt se tenir et dans la course au pouvoir, il y avait un poulain. Le cheikh, figure locale, était un membre imminent de la confrérie religieuse que finançait le royaume et son parti, le parti de Dieu, longtemps clandestin, était affilié à sa doctrine rigoriste. Voilà que la Révolution avait redoré son blason, lui donnant une légitimité politique et dopant même son audience.
Aux yeux de beaucoup, le parti de Dieu avait des chances de sortir vainqueur des urnes et de voir ses membres illuminés composer le premier gouvernement démocratiquement élu de l'histoire du pays. Pourquoi sponsoriser sa marche victorieuse? Pour sponsoriser, sa marche victorieuse, le prince avait prévu ce qu'il fallait. La cale du yacht était chargée comme un navire de marchandises, rempli à ras-bord de cartons d'habits et de caisses de conserve, avec quelques mallettes de billets verts. Il y avait l'arsenal de séduction nécessaire pour rafler les voix des misérables, et de misérables le pays ne manquait pas. Voilà de quoi animer vos stands et de quoi mener une belle tournée dans l'arrière-pays. Faites campagne au nom de Dieu, distribuez les cartons au nom de Dieu et du parti de Dieu, recommanderait-il au cheikh dans la belle soirée qui s'annonçait. Les mannequins de Silvio avaient oublié, avec son slip satiné, commencèrent à sortir et à flotter l'une après l'autre dans la piscine. Mais avec le prince, elles n'étaient pas les seuls insectes. Dans les caisses entassées, dans la cale du yacht, il y en avait davantage. De tout temps, les cadeaux des princes sont empoisonnés. Vous voulez que je continue? Oui. Nul n'ignorait que le don donnerait sa vie pour ses filles, et cela sans la moindre hésitation, par amour pour elles. Il était capable de tout. Ne leur avait-il pas voué son existence, montant pour elles de nombreuses citadelles? Ne s'était-il pas mesuré à un ours de Numidie, juste pour leur offrir les plus belles fleurs? N'avait-il pas rompu avec les princes et les amours pour se consacrer entièrement à elles? Ainsi, quand la nouvelle de la mort de certaines d'entre elles, dans des circonstances troubles, se propagea de bouche en bouche, une réaction paraissait inévitable. Le don n'aimait pas faire étalage de ses problèmes. Il était de nature plutôt taciturne. Et si la nouvelle se répandit dans le village de Nawa, c'est que ce matin-là, le petit Béchir courait dans les champs comme son habitude les premiers jours du printemps, en s'approchant des colonies du Don, établies sur la colline la plus fleurie. Il aperçut l'homme qui se lamentait à genoux devant les corps mutilés de nombre de ses filles, alors que les autres voltigeaient autour de lui, comme pour le consoler. Le petit Béchir n'était qu'un enfant et ne savait pas tenir sa langue. Du coup, au bout d'une heure, tout Nawa savait et tout Nawa fut indigné, d'autant que personne ne connaissait au Don un ennemi, ni à ses filles. Il est vrai que c'était un personnage singulier et qui pouvait parfois piquer des colères, mais chacun d'entre eux l'appréciait et le tenait en haute estime. Le mystère était donc total. Cela n'empêcha en rien les langues d'épiloguer, et la journée entière, on ne fit que parler de ça, des saisons qui n'y étaient plus et du monde qui allait à sa fin. Ça s'est passé en plein jour, affirma Bicha, le coiffeur. Elles étaient éventrées, coupées en deux, déplora Douja auprès de Baya, venu lui acheter du sucre. Quand on sonda la vie des anciens, ils surenchérirent. Ce sont là, à l'évidence, des signes d'une malédiction. Mais la version participative, construite à partir du témoignage du petit Béchir, n'était que pain de patience. On avait hâte de voir le Don et d'entendre sa propre version et ses probables conclusions. À la tombée du soir, les lumières mourantes esquissaient la silhouette droite du Don, le long des murs. Il remontait les ruelles d'un pas déterminé jusqu'à la terrasse du café où les hommes du village se boursouflaient de narguilés et de conversations sans fin. Le silence que provoqua son entrée fut tel qu'on n'entendit que la brise traverser les feuilles et les papillons de nuit cogner sans relâche les parois des lampes.
Il s'arrêta net et scruta un moment les visages empreints de compassion. Puis, il reprit sa marche vers la table où il avait coutume de s'asseoir. Les voix l'accompagnaient. « Nous sommes au courant, c'est abominable !» Toutes nos condoléances. Le don hocha sobrement la tête en guise de reconnaissance et tira une chaise. Il aimantait les gens à son passage et au final, une fois installé, il y avait foule en face de lui, suspendue à ses lèvres. « Comment êtes-vous au courant ?» Le petit Béchir, d'accord. « Louz, pourquoi tu traînes? Un café turc, s'il te plaît. » Le serveur employait sa voix chantante. Avec une pointe de fleurs d'oranger, tout de suite. Mais tu ne racontes rien avant que je ne revienne. L'assemblée retenait son souffle, le temps qu'il posa la tasse fumante devant le don. C'est arrivé quand? Lui demanda-t-on. Peu avant midi, dit le don. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que s'est-il passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est arrivé n'est pas le fait d'un homme de ce village, ni d'une bête des environs, répondit-il, chassant ainsi les inquiétudes et clôturant le sujet. Les paysans émirent un soupir. Certains évoquaient la fin du monde, tandis que d'autres invoquaient la miséricorde de Dieu. Puis, petit à petit, chacun regagna sa place et la scopa reprit au rythme du narguilé et des palabres interminables. Telles étaient les soirées à Noa. Et si je vous dis Fouad Laroui, Tahir Ben Jalloun, Rachida Madani, Ahmed Bouhannebi et Mustafa Nissaboul. Ce sont des écrivains, des poètes qui sont réunis ce soir par leur émotion, par leur réflexion. Et les textes sont présentés par Madame Nedia Deoud. Bonsoir. Alors un texte, ce vain combat que tu livres au monde de Fouad Laroui. Quelques instants plus tard, Hamid revint s'exclamant. Mais j'y pense, il faut justement que je te parle d'Al-Biruni. Je viens de lire un bouquin formidable. Voilà ce que disait Al-Biruni. Tu vois qui c'est? Il y a une rue Al-Biruni à Rabat. Il y en a une dans toutes les capitales des pays arabes, et sans doute en Iran et en Turquie. Le bonhomme a calculé la circonférence exacte de la Terre au Xe siècle, alors que la plupart des habitants de la planète ne savaient pas qu'elle était ronde. Bref, voilà ce qu'il écrivait. Je traduis. Les extrémistes religieux vont traiter la science d'athée et lui reprocher de dévier, dérouter le peuple du droit chemin, et ils vont faire cela pour que les gens restent dans leur état d'ignorance. Les extrémistes pourront ainsi dissimuler leur propre ignorance en détruisant la science et les scientifiques. Inouï, non? Le gars a écrit ça il y a 1000 ans, mais on dirait qu'il parle des islamistes les plus bornés d'aujourd'hui. Ali ne répondit rien. Il finit de boire sa tasse de café et se leva. Hamid en était à la péroraison. Il avait les deux bras en l'air et les agitait comme un chef d'orchestre. Tu imagines comment les enfants d'immigrés se sentiraient si on leur apprenait officiellement, dans le cadre des programmes scolaires, tout cela? Tu te souviens de la formule du chevènement? Il parlait d'estime de soi. Imagine l'estime de soi que pourrait ressentir le petit Khaled de Trappes ou la petite Naïma de Clichy si le roman national s'ouvrait à leurs ancêtres. Ali sortit de sa léthargie pour murmurer « Oui, j'imagine, mais ça n'empêche pas. » Un poème, femme, je suis. Le soleil était à portée de main, du temps où j'avais un ciel, mais je marchais à l'ombre, et mon enfance avait la fraîcheur d'une vitre cassée, harponnant des après-midi de peste. Depuis, je demeure poète des mauvais jours et mauvais poète. Partir ainsi désarmé quand le vent se lève, nous sommes deux, ô Don Quichotte, à n'être plus que déchirés. Et comme toi, pauvre justicier, j'ai toujours moins de bras que de moulins. Ne pourra me chanter qu'un mauvais poète. Je n'ai ni soleil dans les yeux, ni vague dans la chevelure, pas même un parfum exotique à hauteur d'aisselle. Je vais livide et vieilli.
Je vais rasant là où il fait gris sur les murs. Solitude de pierre et de mousse, j'ai désappris le langage des cités d'émeraude. Je suis Charazade à demi folle sur un minaret au ras du sol, comptant au décombre mon dernier conte avant l'aube, écarlate dont ma poitrine s'encombre. Tu n'es pas venu au monde pour voir tes os blanchir dans les eaux blanches d'un beau regret, ni pour contempler ton ombre décroître. Un texte de Maï Bingbing. Le bon Dieu, disait-il, offre toujours des opportunités à ceux qui en veulent et qui s'accrochent à leurs rêves, aussi inaccessibles et déraisonnables soient-ils, parce qu'en vérité, les rêves s'étiolent à basse altitude. Ils ont besoin d'espace, d'azur, d'infini. Alors, à force de s'y cramponner, on finit par être emporté dans leur sillage, tout là-haut vers un ciel de liberté. Les contraintes de la vie sont bien entendu les ennemis des rêves. Elles n'ont de cesse de vouloir les lester, les dézéler. Or, un rêve qu'on retient trop longtemps, prisonnier dans sa tête, finit aussi par se faner et mourir. Quoi de plus sinistre qu'un rêve qui se meurt et s'en va en rampant vers le cimetière de l'impuissance? Certes non, les rêves n'appartiennent à personne, n'ont besoin de personne, mais ils font un petit bout de chemin avec quiconque persiste à les courtiser. Ne les tuez pas. Le temps d'Ahmed Guanani. Le temps qui s'étire, qui brase silence et paresse. Le vent qui gomme la jeunesse, ce royaume jamais content. Le silence s'égrène en chant, et la paresse en grenadille. Un lézard en queue de faucille est un rêve à double tranchant, découpant le ciel en morceaux. Une richesse ou une aumône dans la chair de tous les berceaux. Il est le printemps et l'automne, l'enfant s'y égare aisément. À peine est-il sur le grand route que le dos du rêve se voûte, sans qu'il sache jamais comment. Sur ma mère, de Tahar Benjeloun. Je n'ai pas peur de la mer, aime-t-elle répéter. De la mort, excusez-moi. Aime-t-elle répéter, oui, certes. J'ai pas peur de ma mère non plus. La mort est un droit que Dieu nous donne pour clore notre vie. Je n'ai pas à discuter la volonté divine. La maladie, c'est autre chose. La maladie, c'est une mort pleine de lâcheté. Elle tourne autour de nous, s'en prend à une autre partie de notre corps, le torture, le prive de ses capacités naturelles, puis voyage. S'en prend à un autre membre de ce corps, fait des ravages, donne des douleurs et s'attaque pour finir à la tête. Moi, ma peur ne vient pas de la mort. Ma peur, c'est de voir dans votre regard ma douleur. C'est de vous voir plier de douleur parce que je souffre, rongée de l'intérieur. Cela, je ne le supporte pas. Elle ne dit plus rien. Son regard est vide. Que fait le temps? Je ne suis pas certain qu'il passe. Il la contourne comme si elle ne comptait plus pour personne. Le temps enjambe ce corps réduit à peu de choses. Elle est là, oubliée du temps, installée, figée dans les armées, dans les années 40, fidèle à ses fantômes. Je n'ai pas peur de la mort, aime-t-elle répéter. La mort est un droit que Dieu nous donne pour clore notre vie. Je n'ai pas à discuter la volonté divine. La maladie, c'est autre chose. La maladie, c'est une mort pleine de lâcheté. Et enfin, un poème de Mostafa Nissabouri, à peine un souffle. Au bord du gouffre, les mots qui naissent ont la vie pour mère, la vie dure des pères. Les mots qui naissent deviennent des religions, bien des mots meurent sans révision. Les mauvais noceurs viennent sans douleur, mais à l'usage et à l'usure sont restaurées les fêlures. Parfois, le mot juste erre sur le bout de la langue, puis on le perd. On lui cherche un demi-frère, ne trouvant qu'un parent plein de concupiscence qui jure sur la vie de ses enfants. Souvent, on choisit le silence. Pour le poète et dramaturge polonais Herbert Zbigniew, Cogito est, je cite, « le haut-parleur de mes poèmes est une figure généralisée qui parle non pour lui ou pour moi, mais pour l'humanité. Il est représentatif, il parle incitation. Kajita Kagnia sur scène pour lire ses extraits. Bonsoir. Pensée de M. Cogito au sujet de la station verticale. À Utique, les citoyennes ne veulent pas se défendre. Dans la ville a éclaté une épidémie de l'instinct de conservation. Le temps de la liberté a été transformé en marché aux puces.
le Sénat tient conseil pour déterminer comment ne plus être Sénat. Les citoyens ne veulent pas se défendre. Ils suivent des cours accélérés de génuflexion. Ils attendent de l'ennemi sans agir, rédigent des discours de loyauté, enterrent leur or. Ils cousent de nouveaux étendards innocents blancs, ils apprennent aux enfants à mentir. Ils ont ouvert les portes de la ville par où entre maintenant la colonne de sable. Pour le reste, c'est comme toujours, commerce et copulation. Monsieur Cogito aimerait être à l'auteur de la situation, c'est-à-dire regarder le destin en face, comme qu'attendent les gens, qu'en faire les vies. Cependant, il n'a ni épée ni occasion d'envoyer sa famille outre-mer. Aussi attend-il, comme les autres, se promène dans la chambre insomnieux. Contrairement au conseil des stoïciens, il aimerait avoir un corps de diamants et des ailes. Par la fenêtre, il regarde le soleil de la République s'incliner à l'Occident. Il lui reste peu, à vrai dire rien, si ce n'est le choix de la posture dans laquelle il voudrait mourir. Le choix du geste, le choix de la dernière parole. Ainsi, il ne se couche pas sur son lit afin d'échapper à l'étranglement pendant le sommeil. Il aimerait jusqu'au bout se tenir à l'auteur de la situation. Le destin le regarde dans les yeux à l'endroit où fut sa tête. Merci. Ce soir, la Suisse nous présente un feuilleton littéraire stand-by, le fruit d'une écriture à 6 mains, de Daniel Voitez, André Odseigne et Bruno Pellegrino, et illustré par Frédéric Bajec. L'extrait de texte sera lu par Samia Memi. Merci. Bonsoir. Chapitre 4, Roissy. Il les a tous tués. Ils sont tous morts. C'est une voix de femme. Elle s'exprime en français. Répète ces quelques mots en proie à une détresse manifeste. Ils sont tous morts. Sur l'un des sommets de l'île verte, le groupe de disparus vient d'échapper à une attaque d'ours polaires et se rassemble autour du transpondeur, écoutant, incrédule, les messages radiophoniques qui tournent en boucle. Puis, c'est le noir. Alix interrompt l'épisode d'un coup de barre espace avant que le générique ne commence. Elle lève les yeux au-delà du scotch qui recouvre l'œil de sa webcam. Il lui faut un moment pour faire la mise au point sur ce qui l'entoure. Elle se masse les paupières, étire les bras et les noue au-dessus de la tête. Cambre le dos, bloque sa respiration, ferme les yeux en frémissant. Il fait à la fois trop chaud et trop froid contre cette double vitre. En lançant le pilote de Lost pour prendre sa photo, elle ne pensait pas se laisser emporter 2 heures d'affilée. Autour d'elle, toutes les lumières sont allumées. L'odeur du café torréfié a pris le dessus sur celle de la moquette neuve. Et elle constate qu'elle n'est plus du tout seule dans les zones d'attente du secteur X. Des gens en costume noir, cravates desserrées ou hauts talons sont accoudés au bar avec des verres à pied picotés de parasols aux couleurs d'Oceanic Airways. Une famille détentrice de la gamme entière de bagages 8 ans occupe 3 tables de hôtes à quelques mètres d'elle. Plusieurs hôtesses s'affairent devant les panneaux turquoise et en or vantant les performances uniques de l'Hyper Concordia. Encore 2 heures et Alix prendra elle-même la mesure de cette poussée extraordinaire qui doit rendre l'Atlantique aussi étroit que l'était la Manche, il y a un siècle, et la conduire dans le temps qu'il lui faut habituellement pour aller à la Mostra de Venise
ou au festival d'Oslo, sur les rives du pays qu'il a vu naître. Elle rapproche les affaires éparpillées autour d'elle, redéfinit sa zone vitale, avale la faim de son café froid, change de position pour soulager ses jambes engourdies, remue les orteils à l'intérieur de ses baskets et se rend compte qu'elle a besoin de passer aux toilettes. En se penchant légèrement de côté, elle aperçoit un écran plat qui diffuse les news américaines. Les mimiques snobs du président des États-Unis, sa nouvelle coupe de cheveux sature d'actualité et occulte la crise du Parlement allemand. Un défilé de tanks dans un pays africain. Les images amateurs d'une évacuation en Italie. Des gens minuscules, de la fumée. Le lancement d'un nouveau satellite nord-coréen, Alex Dai. Alex suit des yeux le Boeing qui prend son envol à ce moment, même au bout de la piste. Les avions jalonnent son histoire. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Elle se demande si la trajectoire de bolide dans lequel elle s'apprête à monter est pissée, mon Dieu, pissée, traversant l'Atlantique à une vitesse ridiculement élevée. Passera par-dessus la calotte groenlandaise. C'est la route la plus courte, compte tenu des courants. Y a-t-il une chance pour que Florence la voie passer depuis les lucarnes de son camp lunaire, posé sur la glace? Une élégante cicatrice dans le ciel, les vapeurs de l'Hyper Concordia fonçant sur New York, avec à son bord des hommes et des femmes d'affaires, des voyageurs friqués, des membres de gouvernement, des curieuses fortunées, des reporters, des tradeuses. Et elle, Alice Franzen, journaliste cinéma, suivie par 200 000 personnes sur son site spécialisé, mais vivant avec un salaire dérisoire, dans un appartement subventionné, elle, l'américano-suissesse de bientôt 40 ans, née par hasard dans un avion d'Oceanic Airways, elle, la solitaire, l'orpheline, la métisse. Est-ce que Florence lui pardonnera? Autour d'Alix, la foule se fait de plus en plus compacte, anormalement compacte. Tout le monde regarde dans sa direction. Certains brandissent des téléphones portables. Ces gens-là la dévisagent-ils? Elle renferme son ordinateur. Oubliée, Florence et le Groenland, Minneapolis et les odeurs du passé, le remet dans sa housse et glisse toutes ses affaires dans son sac à dos, dont elle cadenasse la fermeture éclair. Elle déconnecte son casque audio et se lève au milieu du brouhaha. Non, ce n'est pas elle que les gens regardent, mais un point derrière elle, le petit espace qu'elle crée en passant de la position assise à la station verticale provoque un léger appel d'air. Une dame asiatique et âgée tombe sur elle, se confond en excuses, compressée entre la grande vitre à laquelle elle est restée adossée depuis son arrivée. Alix se retourne. Sur le tarmac, en contrebas, un avion est en feu. Des flammes et une épaisse fumée blanche s'échappent du fuselage. Un autre appareil se trouve juste à côté, le nez dans l'aile du premier. Les pompiers ont déjà commencé à intervenir. Quelques mètres plus loin sur la piste, les passagers évacués, massés derrière un cordon de sécurité, filment la scène ou se photographient. Aucun son ne franchit l'épaisse vitre de la zone d'attente du secteur X où Alix et la riche clientèle d'Océanique aux premières loges regardent brûler l'Hyper Concordia flambant neuf. Là, on passe à l'autre bout du monde. On était à Roissy, à l'aéroport de Roissy. Et là, c'est le Groenland, Klimkamp. De la lumière hésite. Du côté des montagnes, le ciel se teinte très lentement de rose. Quelques étoiles sont épinglées entre les cimes. Encore 1 heure avant le lever du jour,
Debout dans son sac de couchage, Céleste se demande comment elle va faire, sans ces petits matins arctiques. Les premiers temps sur l'île, en plein cœur de l'été, elle pensait qu'elle ne tiendrait jamais. Ces soirées de moustiques, ces immenses nuits lumineuses, cette nourriture réduite à une routine monotone et insipide. Depuis le mois dernier, le froid a débarrassé l'atmosphère de tous les insectes. La lumière s'est faite plus rare, mais aussi plus soyeuse, laquée, addictive. Laquée dort encore quand Céleste, grelottante, retourne à l'intérieur de la tente. Elle se dandine pour s'extraire du sac de couchage. À Barcelone ce soir, elle retrouvera les délices de son gros matelas, la chaleur de sa chambre, le confort prodigieux de sa petite coloc. Mais demain matin, où bientôt les réveils grelandés lui manqueront, elle passe une seconde paire de chaussettes par-dessus la première, ajuste son collant, enfile son pantalon thermique, un grand pull, ses chaussures, glisse ses doigts gercés dans des gants, s'arrête un instant pour contempler le visage de Lucky, joues de porcelaine, mèche noire devant les yeux, et ressort sa veste et un thermos à la main. Dans l'obscurité qui pâlit, lui semble que la neige a gagné du terrain depuis la veille. La crête des montagnes y scintille à peine. De l'autre côté, en direction de la baie invisible, depuis le camp, il fait encore nuit noire. Céleste ajuste sa veste, resserre son écharpe. Elle s'éloigne de la tente en faisant craquer la neige durcie. À Barcelone, elle retrouvera aussi Max, tout juste rentré d'Argentine. Elle ne sait toujours pas où ils en sont, ni sur quel pied danser. Trop tôt pour y penser, la glace sous la semelle, les joues qui piquent, les yeux qui décrépitent, la pénombre, l'odeur du froid et la lumière qui gonfle doucement. Inspire, ressemble-toi, rassemble-toi, expire. Céleste avance dans la neige et son corps entre dans le rythme. C'est la chose à laquelle elle s'est faite le plus rapidement. La texture du sol, la façon de traverser ce territoire crevassé, râpeux et éblouissant. Céleste marche, respire et sourit en repensant à la nuit dernière, sa longue conversation avec Lucky et ce qui s'en est suivi. Dès leur première rencontre en août à Ilulissat, quelque chose s'est passé entre elles. Céleste venait d'arriver et brûlait d'interroger Lucky, la seule participante groenlandaise du programme, sur tous les aspects de sa vie de ce pays. C'était quoi d'être ici? Et Lucky avait répliqué, dans ce pays de fous, tu veux dire? Elle lui avait raconté que les jeunes ici avaient le choix entre porter des pantalons de peau d'ours pour faire des trous dans la banquise avec leurs parents, se lancer dans le tourisme ou travailler pour les compagnies pétrolières qui colonisaient la côte. La plupart cherchaient à aller voir ailleurs, au Danemark, aux États-Unis. Elle, au contraire, voulait en savoir plus. Je veux dire, c'est quand même dingue. J'ai 23 ans et je connais rien en dehors de Nuuk, une capitale de 17 000 habitants. À Nuuk, tout le monde a un smartphone. Tout le monde regarde en direct la vie de Kim Kardashian. Mais personne, en réalité, ne connaît rien d'autre que Nuuk. Parce qu'on ne part pas si facilement. Tu sais ce que ça veut dire? Je crois que c'est... Merci. Parfois, je me pose la question, au-delà d'une douleur, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'histoire de Bahita, c'est une fille soudanaise qui a subi l'esclavage racontée par la sensibilité d'une auteure française, Véronique Olmy, prix Goncourt de la Tunisie, et me laisse dire qu'après la douleur, il y a la littérature, qui nous pousse à se réconcilier avec sa propre histoire et espérer un futur meilleur. Madame Michel, vous fêtiez, je vous laisse la parole. Moi, je m'assieds. Je vais vous lire 3 extraits de ce livre. Betita est un
personnage qui a réellement existé. Elle est née en 1869 au Darfour. Elle était enlevée à l'âge de 7 ans dans son village et elle a connu, comme on vient de vous le dire, les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Elle va être achetée pour la 5e fois et son nouveau maître, le consul d'Italie à Khartoum, va radicalement changer le cours de sa vie. Elle va partir avec lui à Venise, où elle sera amenée à séjourner dans un couvent. Elle va être affranchie en 1889, c'est-à-dire quand elle aura 20 ans, à la suite d'un procès retentissant. Puis elle va être baptisée et elle rentrera dans les ordres à 24 ans. Elle a été canonisée en l'an 2000. Alors, le premier extrait raconte 2 ans avant le sien l'enlèvement de sa sœur Kishmet. Elle a 5 ans quand cela arrive pour la première fois. 5, 6 ou 7, comment savoir? Elle est née en 1869, peut-être un peu avant ou un peu après, elle ne sait pas. Pour elle, le temps n'a pas de nom. Elle n'aime pas écrire les chiffres, elle ne lit pas l'heure sur les horloges, seulement sur l'ombre projetée des arbres. Elle a 5 ans environ et c'est la fin d'un monde. Cet après-midi-là porte une lumière qui n'est jamais revenue, une joie tranquille qui vibre et qu'on ne remarque pas. On ne sait pas qu'elle est là. On vit à l'intérieur de cette joie comme des oiseaux affairés. Et cet après-midi-là, dans son village, les petits jouent à l'ombre du grand baobab et l'arbre est une personne de confiance. Les vieux dorment à cette heure du jour. Les hommes ramassent les pastèques dans les champs. À la sortie du village, les femmes battent le sorgho. C'est la musique tranquille d'un village paisible qui cultive ses champs. Une image de paradis perdu qu'elle gardera pour se persuader que ça a existé. Elle vient de là, le lieu de l'innocence massacrée. Sa grande sœur Kishmet a quitté le village de son mari pour passer l'après-midi chez eux. Elle a 14 ans à peu près. Elle n'a pas emmené son bébé avec elle. Sa belle-mère garde l'enfant qui a un peu de fièvre. Alors, pour quelques heures, elle redevient la fille de ses parents. Elle est avec la jumelle qui fait la sieste dans la case des femmes. Elle a 5 ans et elle joue aux côtés de sa mère avec ses petits cailloux. Elle fait ce que font tous les enfants. Elle invente, elle donne vie aux objets, aux pierres, aux plantes. Elle anime et elle imagine. Ce sont ses tout derniers instants d'innocence. La connaissance va s'abattre sur elle d'un seul coup et retourner sa vie comme un gant. Elle a 5 ans. C'est cet après-midi-là qu'elle entend le bruit énorme, incongru. Elle ne le comprend pas, mais au même instant, les femmes arrêtent de battre le sorgho, leurs visages se lèvent, elles crient comme si elles étaient déjà devant le malheur et elles courent le rattraper. Sa mère la saisit sans la regarder comme un paquet, la fauche comme une herbe et court en hurlant. Et puis, l'oublie. La laisse là, soudain, dans le village défiguré, au milieu des flammes, et se précipite dans la case où dorment Kishmet et la jumelle. Alors, elle est seule, au milieu du feu et des morts. En elle se plante la terreur de l'abandon. Elle appelle sa mère, elle hurle son nom, mais son cri se perd dans le bruit furieux du feu,
des coups des hommes qui le battent avec les fourches, renversent les seaux d'eau. Et la fumée enveloppe le village et l'étouffe. La petite fille tousse et appelle sa mère, mais ni ses sanglots ni ses bras tendus ne reçoivent de secours. Quand elle arrive dans la case des femmes, la mère cherche Kishmet et ne trouve que la jumelle, seule et vivante. Elle la secoue, l'embrasse, la repousse, la serre contre elle, des gestes paniqués et sans cohérence. Elle crie à la petite « Dis-moi ce que tu as vu !» Elle le répète d'une voix aiguë, elle l'ordonne dans des sanglots hystériques « Dis-moi ce que tu as vu !» La petite reste muette. La mère sait ce qu'elle a vu. Elle sait ce qui s'est passé. Elle-même est née dans la guerre. Elle connaît l'organisation de l'esclavage et elle sait pourquoi on a enlevé sa fille et à quoi elle va servir. Elle voudrait, dans le récit de la petite, trouver sa dernière image. « Dis-moi ce que tu as vu signifie « Dis-moi que tu la vois encore !» Mais la petite ne bouge pas. Elle se tait. Son regard a changé. Il porte une connaissance nouvelle et elle n'a pas encore les mots pour la transmettre. Les hommes et les femmes sont arrivés trop tard. Leurs garçons et leurs filles ont tenté de fuir, de se cacher, mais ils ont été pris, blessés, tués, et leurs voix se sont perdues dans le grand souffle des flammes. Il y a des corps démembrés, brûlés, agonisant et gémissant dans de grandes flaques de sang. Il y a des chèvres errantes, des chiens qui pleurent et des oiseaux muets. Il y a des cases défoncées et des fourches à esclaves brisées qui signent le passage des rasieurs. Le feu court encore de point en point. Il est la signature des négriers. Dans le deuxième extrait, Bakita est enlevée elle a été enlevée à son tour à l'âge de 7 ans dans son village. Ils sont attachés les uns aux autres. Les hommes devant. 3. Les chaînes autour du cou, reliées au cou des 2 autres. Les femmes derrière. 3. Les chaînes autour du cou, reliées au cou des 2 autres. Tous sont nus, comme elle. Il y a aussi une petite fille, à peine plus âgée qu'elle, qui n'est pas attachée et à côté de qui on la place. Elles sont entre 2 gardiens, elles ferment la marche. Elle voit ce cortège, les gardiens ont des fouets, des fusils, les enchaînés marchent sans se plaindre. Ils ne l'ont pas regardée, ils ne la regarderont pas. Elle, toute sa vie, cherchera le regard des êtres maltraités par la vie, le travail ou les maîtres. Elle entre dans le monde organisé de la violence et de la soumission. Elle a 7 ans et malgré la peur, elle est attentive. Elle ne savait pas que l'on pouvait marcher, enchaîner et fouetter. Elle ne savait pas que l'on faisait ça aux hommes. Elle ne sait pas comment ça s'appelle. Alors elle demande à la petite fille comment ça s'appelle. Chut, lui répond la petite. C'est qui? Elle répète plus bas. Mais la petite fait signe qu'elle ne comprend pas. Elle ne parle pas son dialecte. Elle désigne ces adultes très jeunes qui marchent devant elle. Eux, qui? La petite plisse les yeux. Elle cherche à comprendre et puis soudain, elle dit « Abid ». Puis, elle la désigne. « Toi, Abda ». L'angoisse la fauche comme une gifle. Abda, sa sœur, c'est ça, ce qui lui est arrivé
Abda, esclave, c'est le pire du malheur. Abda, c'est Kishmet, sa sœur, et c'est elle. Et soudain, c'est réel. Ça existe devant elle. Et c'est là, devant ses yeux. Et elle se demande pour la première fois, est-ce que Kishmet est là? Elle se le demandera toujours. Le dernier extrait que je vais vous lire se situe à Schio, dans la nouvelle maison religieuse où Bakita vient d'être transférée après avoir été à Venise pendant de longues années. Elle est assise et elle se tait. On lui a dit de se taire surtout. Elle ne les regarde pas, les yeux au sol, elle les entend. Elle est assise, ils sont debout, et même les enfants la dominent. Elle est assise, et elle porte leur peur et leur ignorance. Ils étouffent ce rire qui les prend. Cette négresse est habillée comme une religieuse. Cette négresse est une religieuse. Ils sentent le blasphème qu'il y aurait à rire devant elle, et qui sait si elle allait les maudire ensuite, attirer sur eux la colère du démon. Mais de quoi est-elle donc faite? Vient-elle du ventre d'une femme? Et à quoi ressemblait cette femme? Était-elle entièrement humaine des pieds à la tête? Ou bien cette femme noire, assise dans la cour du couvent, cela fait 2 jours qu'elle est exposée. Parfois, la mère supérieure s'approche et lui parle à l'oreille. Alors la noire lève lentement la tête. L'assistance pousse un long cri d'horreur suave. Ses yeux noirs sont baignés d'un blanc si pur qu'on dirait qu'il a été volé au voile de la Madone. Un enfant lui jette un peu d'eau et reçoit une claque. Il pleure bruyamment. Il voulait seulement voir si la couleur s'effaçait avec l'eau. Oh, d'où Jésus, cette femme-là, les sœurs pour l'exposer encore et encore, qui n'y comprendraient rien. Quand c'est fini, le corps endolori et l'âme sidérée, elle court tant qu'elle peut jusqu'à sa petite chambre où, passé le temps de l'ébahissement, elle pleure. Elle pleure tant que son corps est secoué par un chagrin furieux. Elle se tient au bord de la folie, car elle sait que ces gens, tous ces gens, elle va devoir les rencontrer chaque jour, apprendre à les connaître, et surtout, elle va devoir les aimer. Elle est là pour ça. La porte de sa cellule s'ouvre. La mère supérieure pose une main sur son épaule, lui demande d'être raisonnable. Elle était obligée de l'exposer pour faire cesser ce cauchemar. Depuis qu'elle est arrivée à l'Institut, tout est chamboulé. La vie si ordonnée du couvent est sans dessus-dessous. On ne peut plus travailler ni prier, et les élèves ne voulaient plus venir en cours. Peut-elle comprendre qu'elle effraie les petites sœurs qui n'avaient jamais vu de négresse avant, qui n'osaient pas toucher une porte après elle de peur de se tacher, n'osaient plus se relever la nuit de peur de se cogner à elle. Elle est épuisée et elle voudrait où on n'attend rien d'elle. L'esclave perdue parmi les esclaves, la noire mêlée aux caravanes du désert, la petite fille qu'on vole et puis qu'on jette, l'invisible, l'oubliable, celle qui ne vaut rien, pas même un sac de maïs. Et puis,
Elle a honte, tellement, de ce sentiment qui ressemble à la mort. Elle pense à l'esclave Jésus-Christ. N'a-t-il pas subi lui aussi les crachats et les rires de la foule? Elle ne veut pas comparer sa vie à la sienne. Elle n'est rien, il est tout. Elle veut simplement s'allonger un peu et qu'il la garde. Après, elle le priera, elle l'honorera. Mais cette nuit, ce serait trop long de ne pas être aimée. Le dernier texte nous vient de la Bulgarie. Madame Maria Donevska rend hommage au poète Georgi Borisov par des poèmes extraits de son livre à Carthage, publié en 2000. Bonsoir à tout le monde. Je vous prie de me permettre de vous rappeler que la Bulgarie est le premier pays de l'Europe centrale et orientale qui a adhéré à la famille des pays ayant le français en partage juste il y a 25 ans, et que notre francophonie est une francophonie choisie, c'est-à-dire elle n'est pas le produit d'un héritage maternel ni d'un héritage historique, elle est le produit d'un choix politique, mais beaucoup plus en avant, choix intellectuel, spirituel, créateur, y compris social, par l'admiration de cette vision de monde que la francophonie nous donne, un monde de solidarité, de tolérance, de diversité, mais aussi un monde où l'être humain jouit pleinement de sa dignité. Et voilà, nous avons choisi un poète dont l'œuvre est un cri dramatique en défense de cette dignité de l'être humain, souvent meurtri, épuisé par le sentier brut de son existence. Il s'enracine profondément dans la puissance des forces naturelles et il réapparaît avec une dignité titanique, conscient de son droit de vivre en incarnation de la vie même dans sa dimension éternelle, au-delà du temps et de l'espace. Monsieur Georgi Borisov est francophone lui aussi, ayant terminé ses études secondaires au lycée français de langue française à Sofia. Je commence par son poème Le Cheval. Je montais le sentier abrupt, comme un torrent recouvert de l'échine lui descendait lentement. Son dos en sueur luisait, tel un dauphin parmi les rochers, ses sabots fissurés étaient collés par le chemin et le sang. Et contre le vent d'un eau, sa peau d'or frémissait, comme la braise d'un dieu demeuré seul sur la terre. Je m'effaçai pour qu'il passe et ne vis que son flanc, la chair brûlée au fer. Je ne me suis plus retournée. Là-haut, près du sommet, il y avait 2 sacs pleins de pain et de vin, et à côté d'eux, une corde effilochée. Et tout l'hiver, j'ai bu et j'ai mangé. Rameur. Je vis les dieux sur leur nef légère, venus par la mer sous les crétins sommeillés du sud. Ensemble, ils montèrent par le sentier friable, ensemble ils jetèrent leurs rames ailées. Avides de sommeil, salés d'écume bleue, par 3 fois ils vidèrent d'un trait de grands chaudrons noirs et s'endormirent à midi, silencieux sous le vin sonore. Des abeilles entonnèrent un chant dans leurs barbes bouclées. Pour la première fois, je voulais devenir leur rameur, les conduire courbés sous les flots lisses et sombres, entendre secrètement la voix des poissons, suivre en silence les volets d'étoiles muettes. Et j'ai chassé mes chèvres à travers 9 collines, réveillé les dieux, préparé un grand feu, et au profond de ce feu j'ai crié, soufflé dans une flûte de miel, jusqu'à l'aube j'ai couru, chanté, dansé à l'égal d'un dieu. Et quand je me suis endormie, le vent d'éternité a retenti, éteignant jusqu'au dernier brandon la braise épaisse,
Ils descendirent alors, sans bruit, le sentier escarpé, et ensemble tendirent leurs voiles ailés. Bourdon. Lorsque la mer a chanté dans ma poitrine de poussière, lorsque le grand vent a enflammé mon cœur noir, lorsque la vague aux 1000 voix a envahi ma bouche vide, j'ai cessé de pétrir la boue et me suis jeté dans le grondement salé. Et me suis élancé dans la brume, les genoux pétrifiés par l'effort, écrasés par les brises, l'âme accrochée à l'encre à 3 dents. Et n'ai pris que de la cire pour ne pas entendre derrière moi hurler la sirène du bateau comme un troupeau de bêtes aveugles. 7 jours durant, les flots m'ont battu et tiré en arrière. 7 nuits durant, la mer m'a charrié et moulu comme un buffle. Alors j'ai compris combien la fin de l'homme est éphémère, combien la liberté amère sans le poisson et la mort. Et j'ai vu des rivages, des terres parsemées de cendres, un serpent siffler sur des tombes encore tièdes, des femmes émerger en secret de l'écume blanche, ouverte comme des coquillages, séchant sur les rochers. Et les hommes voler, gorge muette tendue, vers l'élément bleu à travers les barbelés, les dauphins gémissaient dans les ténèbres, le front brisé, et des mouettes hérissées crevaient l'abîme aveugle. Comme un lent bourdon, il oscillait sous mes pieds, et j'ai voulu alors me jeter de ce bourdon qui sonnait au-dessus de tant de bouches chères et mortes, et à jamais demeurer dans sa voie funeste. Bon, fil à plomb. À midi, toujours à midi, le ciel blanchit et le soleil descend sans fil à plomb. Les mouches s'enragent, les chevaux écument. Ah, c'est à midi que nous prenons la route à travers des herbes brûlées, près de vasques jaunes et de troupeaux gelés dans la canicule. Un sabot aveugle de bœuf s'enfonce dans la source claire et nous buvons de l'eau trouble. Mais nous y sommes habitués et ces talons sont durs, encore en raison de la braise. Notre sang est dense et à cause des courtes nuits, notre semence pique encore. Dans le silence farouche, nous marchons lourds et lents, mais nous nous rappelons une autre ronde. Et lorsque le ciel blanchit à l'approche de midi, nous le savons, cela n'augure rien de bon. Nous le savons, la grêle nous frappera et une pluie coriace avec arc-en-ciel s'abattra sur le monde. Mais sur le chemin noir, la trace sera profonde de nos talons racornis. Et un dernier point, conte. Je m'étais endormie, écrasée sous la marche et le soleil, à même l'herbe, près du murmure d'une cigale. Une araignée zélée s'aventura dans mes cheveux et commença à y tisser sa toile. Une fourmi jeta un coup d'œil dans mes narines, puis 2 autres, charriant une aile de sauterelle, et mon nez, peu à peu, devint une fourmilière au canot, au fleuve, au vent souterrain et secret. Un lézard au soleil vint musarder dans ma main. De ma pomme, un oiseau pimpant fit son nid. La terre sous mon corps devenait plus tendre et le ciel si haut descendit dans mon rêve. Il se mit à pleuvoir et la pluie me traversa. Il plut 3 jours et 3 nuits, alors je me suis mise à écouter la terre bruire et l'herbe verte pointer si vite jusqu'à mes yeux. Le vent d'automne me réveilla brusquement. Un serpent déjà dormait sur ma poitrine. Je lui ai dit « C'est si beau de n'avoir pas peur l'un de l'autre, nous deux, la terre. » Je remercie la merci particulière
particulier à la Bulgarie pour cette envolée finale sur la francophonie et ses beaux textes. Donc merci à tous pour votre écoute, pour ces mots. Je rappelle à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir encore que de l'autre côté, au théâtre du 4e art, nous soutenons aussi le spectacle, le très beau spectacle de danse du chorégraphe Radwan Almedeb qui commence à 19h30. Si certains d'entre vous ont envie de poursuivre la soirée par un spectacle de danse. Et pour tous les autres qui veulent finir plutôt sur une touche festive, on vous invite à grimper avec nous sur les toits de l'Institut français pour des toits sonores qui vous proposent donc un DJ de Suisse, un DJ de Côte d'Ivoire et un DJ tunisien. Un grand merci à tous encore pour ces moments passés ensemble.